Les Grandes Voix, une proposition des archives de la RTS. Il y a ensuite ceux que j'appelle les obscurantistes. Ce sont des gens qui sont écoutés, connus, et qui disent « Mais ça ne se passera pas comme ça, il n'y aura pas de catastrophe, il n'y en a jamais eu. La nature pour les uns, Dieu pour les autres, a toujours su remettre le monde en équilibre. Seulement ils oublient une chose, c'est que jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, mettons une 50aine d'années, peut-être encore 25, tout se faisait à dose homéopathique, il n'y avait pas d'excès. Ce dont nous souffrons, ce n'est pas notre civilisation, c'est les excès de notre civilisation. » Les Grandes Voix donnent aujourd'hui la parole à Paul-Émile Victor, explorateur polaire. Pionnier dans la défense de l'environnement, il alertait déjà en 1974 sur les risques et les actions possibles à mener pour chacun de nous. Mais au micro de Jacques Beaufort, il revient aussi sur 40 ans d'une carrière d'aventurier. Exploration du Groenland et des calottes polaires, ethnographie, il est conscient d'avoir réalisé son rêve d'enfant. Mais il appelle aussi à une prise de conscience sur ce que sa génération lègue de menaces sur la Terre. Voici Paul-Émile Victor dans l'émission En question, le 26 novembre 1974. Votre nom, Paul-Émile Victor, évoque les terres glacées balayées par le blizzard, l'Arctique, l'Antarctique et les expéditions polaires françaises dont vous êtes le directeur. En quelle année vous êtes-vous intéressé au pôle pour la première fois ? Si je dois répondre à votre question, m'intéresser aux régions polaires, je dirais que quand j'étais tout môme, je m'y intéressais déjà. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres. À peu près tout le monde a lu Le Capitaine Hatteras de Jules Verne ou un certain nombre de livres d'aventure. Je dois ajouter que quand j'avais 15 ans environ, c'est déjà ce que je voulais faire. Il y a deux choses qui m'attiraient. Je voulais aller en Océanie, en Polynésie, à cause du côté contact humain, je dirais presque sciences humaines, mais à l'époque je ne savais pas ce que c'était que les sciences humaines, à 14-15 ans. Ou alors dans les régions polaires, alors là, je ne savais plus précisément pourquoi, à cause de l'aventure polaire qui m'a toujours attiré. Et vous avez réalisé ces deux rêves ? Et effectivement, j'ai réalisé ces deux rêves, et j'arrive après, par conséquent, pas mal d'années, puisque j'ai commencé mes premières expéditions en 1934, vous voyez, ça fait 27 ans. Ça fait 37 ans, 40, combien ça fait ça ? Bon, enfin, 34, 74, j'ose plus calculer, 40 ans. J'arrive aujourd'hui en me rendant compte que je suis un des rares, parmi les gens que je connais, à avoir réalisé un rêve d'enfant. J'ai autour de moi de nombreux amis, comme Haroun Tazieff, le volcanologue, comme le commandant Cousteau, avec lequel j'ai fait les premières plongées déjà en 1932-33, quand il était moi aussi dans la marine. Eh bien, l'un et l'autre, aujourd'hui, ont une vie qui correspond très exactement à ce qu'ils désirent et ce qu'ils désiraient, mais ça n'est pas pour eux une réalisation de rêve d'enfant. Cousteau a toujours voulu être officier de marine, d'accord, mais depuis, il a fait beaucoup d'autres choses. Tazieff, lui, était géologue et il n'a découvert sa vocation de volcanologue que sur le tard. Enfin, si on peut dire qu'à 35 ans, ce soit sur le tard, mais par rapport à un étudiant, ça l'est. Oui, je crois que j'ai la chance de pouvoir dire que je suis un des rares, en tout cas, je suis un de ceux qui a réaliser des rêves d'enfant. Votre première expédition, Paul-Émile Victor, date donc de 1934. Vous aviez 27 ans à l'époque. Y a-t-il un fait précis qui vous a incité à monter cette expédition ? Oui, bien sûr. À savoir que... d'abord, je dois dire que j'ai fait toutes mes études pour ça. Je vais les préciser parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous entendent. Et je crois qu'il est bon de dire qu'il ne suffit pas d'être bon bénévole ou volontaire pour faire quelque chose. Si on n'y est pas préparé, eh bien, ou on ne le fait pas, ou on le fait mal. Eh bien, j'ai fait des études d'ingénieur à l'école centrale à Lyon pour avoir une base technique. En même temps, j'ai fait une licence de sciences pour avoir une base scientifique. Puis je suis entré dans la marine pour apprendre à naviguer. Et ensuite, je me suis spécialisé en ethnologie. Vous savez ce que c'est que l'ethnologie ? C'est la science qui étudie les civilisations.
Et cette spécialisation d'ethnologue, je l'ai faite sur les Polynésiens, puisque c'était un de mes rêves. Tout en ayant continué à lire des quantités de choses sur les pôles. Et c'est un hasard qui a fait que j'ai rencontré un jour Charcot. Et ça a déterminé le reste de ma vie, comme vous le voyez, puisque ça fait donc 40 ans que je ne suis pratiquement pas tout à fait que un polaire, mais essentiellement un polaire. Que représentait pour vous le célèbre commandant Charcot ? Oh, alors là, je peux vous dire très exactement et sans exagération. Une espèce de mythe vivant. Je peux pas dire un demi-dieu, parce que ça, c'est beaucoup trop. Mais un mythe vivant. Je me rappelle parfaitement que... Je décris ça d'ailleurs dans un de mes livres qui s'appelle La Voie lactée, parce que tout de même, ça a été important dans ma vie. Je me rappelle très bien avoir vu un jour le pourquoi pas, c'était le navire de Charcot, disparaître à l'horizon, et chose étonnante, à un coucher de soleil, dans le soleil lui-même. Enfin, on aurait vraiment mis en scène que ça n'aurait pas pu être plus extraordinaire. Et j'avais 17 ou 18 ans, j'étais en vacances à Paramé, en Bretagne. À côté de Saint-Malo ? À côté de Saint-Malo. Et il partait de Saint-Malo, il partait de Saint-Servant exactement. Et puis, plus tard, quand j'étais dans la marine, j'étais à Saint-Malo, j'étais à bord d'un bateau, une espèce de rafio épouvantable, dragueur qui se baladait par là, et un jour, à Saint-Servant, j'ai découvert le pourquoi pas qui était là, à quai. Et j'ai passé quelques heures là à regarder le bateau, qui était un petit peu, à cause de la marée basse, en dessous de moi, à regarder les mâts, les vergues et tout ça, et à envier les matelots, les matafs qui avaient sur leur béret, pourquoi pas. Et puis un beau jour, je l'ai rencontré, je vous dis, grâce à un ensemble de circonstances qui serait peut-être trop long à raconter ici. Et sans cette rencontre, en fait, déterminante, Paul-Émile Victor, pensez-vous que peut-être vous n'auriez pas fait la carrière que vous avez faite ? C'est en effet assez probable, car ma spécialisation d'ethnologue ayant été la Polynésie, il est probable que je serais devenu un océaniste, c'est-à-dire un monsieur spécialisé dans l'étude du Pacifique. Peut-être plus précisément des Polynésiens, mais peut-être aussi plus généralement de l'ensemble des civilisations du Pacifique. C'est possible. On ne sait jamais. Notez que dans l'un comme dans l'autre cas, j'aurais certainement eu, comme j'ai eu, une vie qui me satisfait à tel point, sauf les erreurs que j'ai pu commettre, à tel point que quand on me demande si c'était à recommencer, est-ce que je ferais autre chose ? Eh bien, je réponds non, je ferais la même chose, sans commettre les mêmes erreurs, bien entendu. En quoi consistait cette première expédition, Paul-Émile Victor ? C'était une expédition d'ethnologue ou d'ethnologie, et c'était un hivernage sur la côte est du Groenland de 1934 à 1935, chez les Esquimaux d'Angmasalik, qui avaient été découverts en 1885 par les Danois. Puis les Danois s'y étaient installés. Quand je dis s'y étaient installés, c'est une façon de parler. Il y avait installé un officiel danois et une boutique danoise en 1895, et nous étions en 1934, c'est-à-dire à peine 40 ans plus tard. Il s'agissait donc d'étudier cette population. Et nous étions 4. Avec moi, il y avait le docteur Gessin, qui était anthropologue, qui maintenant est directeur du Musée de l'Homme, Fred Mater, qui a fait le film, et un Genevois, un de mes plus vieux amis, et c'est pourquoi je le laisse en dernier, Michel Pérez, que tout le monde aime et connaît sous le nom de Micha. C'était donc une expédition d'étude de l'ethnologie et de l'anthropologie de cette population découverte il y a 40 ans plus tôt. Aujourd'hui, Gessin a créé un groupe d'anthropologues, de jeunes types qu'il envoie tous les ans et qui hivernent et qui continuent à travailler sur les mêmes problèmes chez ces Esquimaux. C'est-à-dire que c'est la seule population au monde qui, sur le plan de l'étude de cette civilisation, de l'ethnologie de cette population, soit connue comme elle est connue. Car on la connaît à peu près telle qu'elle était quand elle était encore composée de véritables Esquimaux au moment de la découverte, à la fin du siècle dernier. Ensuite, telle que nous l'avons, nous, étudiée 35 ans plus tard, quand ils étaient encore des Esquimaux,
mais sous l'influence de notre civilisation. Et maintenant, quand ils ne sont plus des Esquimaux, quand ils sont devenus en quelque sorte des Groenlandais, et qu'ils ont perdu en grande partie ce qui caractérisait les Esquimaux. C'est une population qui est connue comme il n'y en a pratiquement pas d'autres au monde, grâce à cette suite de travaux. Et vous pressentiez déjà à cette époque, Paul-Émile Victor, l'intérêt que pourraient présenter les régions polaires et les recherches scientifiques que l'on pourrait y effectuer? J'aurais l'air d'être prétentieux si je vous répondais oui, et pourtant je suis bien obligé de vous répondre oui, car en 1939, au début de 1939, au retour de mon dernier séjour là-bas, puisque j'y suis resté un peu plus de 2 ans et demi, dont plus de 16 mois adopté par une famille esquimau, vivant comme un esquimau parmi les esquimaux, sans voir d'autres que mes 25 compagnons esquimaux, j'ai écrit un article, un éditorial dans le Figaro, dans lequel je disais très exactement ce que vous venez de dire sous forme de question, à savoir que les régions polaires vont prendre une importance de plus en plus grande sur le plan de la recherche scientifique, parce que la science est un tout, et que, comme un puzzle, s'il manque une pièce, on ne sait jamais qu'est-ce qui est dans cette pièce. J'ai le temps de dire davantage, d'expliquer ce que je veux dire. Prenez un puzzle de 1000 pièces qui représente un paysage. C'est important parce que c'est la science tout entière qui est comme ça. Qui représente un paysage. Et le ciel est tout bleu sans un nuage. Et il manque une pièce du puzzle de ce ciel. Vous pouvez penser que c'est pas la peine d'aller la rechercher, cette pièce, puisqu'elle sera bleue sans rien. Ah, il y a peut-être un oiseau là-dedans. C'est ça la recherche scientifique, c'est ça la science. Et j'écrivais déjà à ce moment-là, donc, que les régions polaires qui étaient peu connues, et en tout cas où il n'y avait pratiquement pas d'observatoire, il y a eu différentes années polaires, deviendraient très importantes du point de vue scientifique. Et je disais aussi que, avec le développement de l'aviation, il suffit de prendre un globe terrestre, vous savez, qui sont sur un axe, là, qu'on trouve dans toutes les écoles, pour se rendre compte que la ligne la plus courte pour aller d'un point important au point de vue économique ou au point de vue humain à un autre point important, comme par exemple entre toute l'Amérique du Nord et toute l'Asie et l'Europe, la route la plus courte, en tendant une ficelle entre les 2 points, tout simplement, ça passe par les pôles. Et par conséquent, j'en avais déduit qu'avec le développement certain de l'aviation, sans savoir si ce serait en 10 ans ou en 50, les régions polaires deviendront capitales. Et puis après est venue la guerre, bien entendu. Vous parliez des Esquimaux il y a un instant, Paul-Émile Victor. Alors est-ce seulement l'ethnologue, le chercheur qui était attiré vers le Groenland, vers les régions polaires, ou aussi, disons, l'homme qui avait envie de goûter à l'aventure? C'est l'aventurier. Pas de doute, c'est l'aventurier. Je n'ai pas voulu prononcer le mot d'aventurier. Oui, et vous avez raison, et moi je le prononce intentionnellement. Je le dis intentionnellement parce que le mot aventurier a pris un sens péjoratif que je regrette beaucoup. On dit de quelqu'un qui a fait toutes sortes de trucs, c'est un aventurier. Eh bien, je regrette ça beaucoup. Le terme anglais, adventurer, veut bien dire ce que moi je veux dire avec aventurier. Il n'y a pas d'autre mot en français. Aventureux, non. Et je voudrais beaucoup que ce mot reprenne son sens d'origine, c'est-à-dire un monsieur, non pas qui part à l'aventure comme un dingue avec le nez en l'air sans savoir ce qu'il va faire, mais qui aime l'aventure, mais une aventure productrice, enrichissante pour lui-même, éventuellement pour d'autres, une aventure de découverte. C'est ça l'aventurier. C'est bien dommage que ça ait changé de sens. L'homme scientifique, l'homme de science est un aventurier. Absolument, si on utilise le mot aventurier dans le sens normal qu'il a eu et qu'il n'a plus. Alors en fait, pensez-vous que pour vivre une aventure, il faille prendre des risques, Paul-Émile Victor? Absolument. Absolument. À partir du moment où il n'y a plus de risques, il n'y a plus d'aventure. C'est curieux d'ailleurs la question que vous me posez. Moi, je vais vous poser une question à l'inverse. Si vous m'avez posé cette question, c'est qu'il y a quelque chose dans votre esprit qui fait que vous hésitiez. Vous croyez véritablement que, quoi que l'on entreprenne, s'il n'y a pas de risque, ça peut être une aventure? Moi, je crois pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans doute pas, vous avez parfaitement raison. Mais alors, autre question, vous avez le goût du risque? D'après tous ceux qui me connaissent bien, c'est-à-dire tous mes compagnons d'expédition, il y en a beaucoup, c'est-à-dire beaucoup d'amis et ma femme,
j'ai le goût du risque et j'ajoute toujours oui, mais du risque pesé, calculé. J'ai horreur du risque pour le risque. Et j'ai horreur d'être pris dans quelque chose qui présente un risque quand je ne l'ai pas choisi. Mais il n'y a pas de doute que comme je suis un aventurier, comme je le disais tout à l'heure, dans le sens adventure anglais, il est évident que j'aime le risque. Ça dépend lequel. Maintenant, la technique, les transports aériens, les parachutages n'ont-ils pas tué l'aventure, Paul-Émile Victor? Pas du tout, du tout. C'est simplement, elle a simplement changé de timbre. C'est comme si vous passiez du violon au piano. Le violon, c'est plus difficile à jouer que le piano. Parce que le piano, dès que vous tapez sur une note, elle est juste. Tandis que le violon, ça fait grincer les oreilles. Pas du tout, d'autant moins que, d'une façon générale, je dirais, l'aventure, elle n'est pas du tout externe à l'homme. Elle est dans l'homme, elle est dedans. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme auquel je m'étais intéressé et que j'avais, qui faisait son service dans la marine. Et que j'avais réussi parce que je m'intéressais à lui, je ne le connaissais pas aussi bien que je le connais aujourd'hui. Il avait finalement embarqué sur la Jeanne d'Arc. Vous savez ce que c'est, la Jeanne d'Arc? C'est le bateau-école français qui fait le tour du monde en 8 mois. Vous imaginez d'un embarquement, hein, même comme Mataf. Eh bien, quand il est revenu, cet idiot-là, il m'a dit, même si on me donnait 1 million, d'anciens francs, hein, français, même si on me donnait 1 million, je ne recommencerais pas. Ben voilà un pauvre type. Parce qu'il n'a rien vu. Il n'a vu qu'une chose, c'est que il dormait sur des bannettes, que la nourriture qu'il avait n'était pas la même que celle des sous-officiers ou des officiers. Un pauvre type, quoi. Moi, j'aurais donné 1 million pour faire ça. Cette aventure, Paul-Émile Victor, que vous recherchiez, vous l'avez trouvée? Vous n'avez pas été déçu? Ah, pas du tout. Jamais? Pas du tout. Maintenant, ça vient aussi peut-être un peu de mon caractère, de mon tempérament, parce que j'allais répondre à votre question. Non seulement je l'ai trouvée, mais je continue de la trouver. Toutes les fois que je pars en expédition, toutes les fois que je pars en voyage, et pas seulement en expédition, je vais tous les ans dans l'Antarctique, très régulièrement, je devais y partir d'ici 8 jours, et en définitive, à cause de problèmes de la crise d'ensemble d'une part, parce que aussi nous avons un personnel important à envoyer cette année, je n'irai en réalité qu'au mois de janvier, c'est-à-dire que je n'y resterai pas aussi longtemps que je l'espérais. Mais chaque fois, je pars avec autant d'enthousiasme et je ne trouve peut-être pas à chaque coup d'aventure, mais presque toujours. Au mois de janvier dernier, j'étais à McMurdo, qui est la grande base américaine, parce que nous avons une expédition internationale avec les Américains, les Russes et nous. Il s'agissait donc de déposer des gens avec les avions américains, des groupes français, mais entre-temps, quand une fois le groupe déposé, j'avais du temps, j'ai donc fait des vols avec les avions américains, et en particulier, nous sommes allés atterrir dans des bleds sur le plateau de l'Antarctique, le désert de glace de l'Antarctique, entouré de chaînes de montagnes pratiquement inconnues. C'était une aventure, et une aventure merveilleuse, même si j'étais pas moi au manche de l'avion. Oui, mais différente tout de même de l'aventure que vous avez vécue, par exemple, au tout début de votre carrière, lorsque vous avez vécu avec les Esquimaux. Certainement, très différente. Ou alors la traversée du Groenland que j'ai faite en 1936 avec 3 camarades, à pied, avec 3 traîneaux à chiens pour le matériel, à 3000 mètres d'altitude. Vous savez que le Groenland est un désert de glace tout plat, à 3000 mètres d'altitude. Un plateau. Un plateau. Sur 1200 km à peu près, approximativement. Ça nous a pris 50 jours, dont 35 jours de mauvais temps. Nous n'étions pas tout à fait sûrs de pouvoir arriver à l'autre bout, parce que ce mauvais temps nous avait beaucoup retardé. D'ailleurs, nous avons jeté des vivres, nous avons jeté notre kayak à mi-chemin, notre kayak démontable, parce qu'on ne savait pas si on allait pas aboutir au fond d'un fjord avec des falaises, il fallait donc un kayak. Nous avons même jeté le poste radio qui nous permettait d'attraper je ne sais pas quel poste radio américain pour faire les top horaires, vous savez, pour avoir l'heure précise, pour pouvoir calculer la longitude. Tout ça parce que ça commençait à peser lourd sur les traîneaux dans la neige profonde et que nous étions très en retard. Ça, c'était vraiment une aventure comme on se l'imagine, je pense. Mais
cette aventure très différente, elle est aujourd'hui tout simplement avec des avions, des hélicoptères et des véhicules à chenilles au lieu d'être avec des chiens de traîneau. Elle est différente, c'est tout. Évidemment, vous pouvez me demander, mais est-ce que je préférais pas l'autre? Mais bien sûr, j'aime mieux des chiens, c'est beaucoup plus proche de mon cœur au point de vue sentimental que des véhicules. Et encore, avec un hélicoptère, je vous assure qu'on se marre. Et même avec un avion. Et des Esquimaux qui soient des vrais Esquimaux et non plus des Groenlandais. Exact, avec tout de même un point bien précis, c'est que, il me semble, à mon avis en tout cas, l'exploration, et je ne parle pas de l'exploration scientifique que nous faisons maintenant, qui est de la physique de la haute atmosphère, de la glaciologie, etc. L'exploration, quand on l'applique aux populations, eh bien, elle n'existe presque plus, parce que la plupart des populations sont aujourd'hui connues. Quoique, on a découvert, il n'y a pas encore tellement longtemps, il y a 4 ans, une population qui en était encore à l'âge de la pierre taillée, complètement inconnue, aux Philippines. Vous avez peut-être entendu parler de ce tout petit groupe qui s'appelle les Tassadai. Non, pour revenir donc à ce que vous disiez, la seule exploration qui aujourd'hui est encore valable, je ne parle pas de celle de la mer et de l'exploration scientifique, mais au point de vue des hommes, c'est que justement toutes ces populations évoluent, changent. Et c'est par conséquent cette étude-là qui continue d'être tout aussi passionnante que la première, aussi bien des Esquimaux vrais que maintenant ce qu'ils deviennent sous l'impact de notre civilisation, qui n'est pas toujours mauvais, qui est assez fréquemment bon, mais qui parfois aussi est catastrophique. Quels sont les buts actuels de la recherche scientifique polaire, Paul-Émile Victor? Ils sont extrêmement variés. Parce que, comme je vous le disais à l'instant, même sur le plan de l'ethnologie, alors que l'on croit tout connaître, eh bien, ça évolue, et par conséquent, l'étude et la recherche continue. Mais il est certain aussi que, depuis l'année géophysique internationale en particulier, qui, à l'origine, aurait dû être une 3e année polaire internationale. La première année polaire a eu lieu de 1882 à 1883. La deuxième de 1931 à 1933, 32 à 1933. La deuxième n'a pas pu avoir lieu à cause de la guerre 14-18. La troisième devait donc avoir lieu en 57-58, mais elle a été transformée en année géophysique internationale, c'est-à-dire que la collaboration internationale dans les régions polaires, plus précisément au cours de ces 2 années polaires qui ont précédé, s'est ouverte à l'ensemble du globe. Depuis cette époque-là, la recherche polaire est essentiellement tournée, pas uniquement, vers la physique de l'atmosphère et la physique de la haute atmosphère. Et bien entendu, et depuis plus récemment, vers ce qu'on pourrait appeler la structure de la Terre proprement dite. Et ceci pour une raison bien précise, c'est que d'abord l'homme a voulu aller sur la Lune, et qu'il fallait d'abord savoir ce qu'il y avait autour de la Terre, et on a cru pendant très longtemps qu'il serait nécessaire de faire passer les fusées vers la Lune à travers une sorte d'entonnoir où il n'y a pas de radiation, ou peu de radiation, au-dessus des pôles, avant de les envoyer dans la direction de la Lune. Puis ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait très bien passer au travers des diverses radiations, découvertes d'ailleurs depuis l'année géophysique internationale, comme par exemple les ceintures de Van Allen, etc. Trop long à expliquer. Et puis, pour une autre raison, je vous disais donc d'abord parce que l'homme a voulu aller dans la Lune, et puis pour une autre raison, c'est que l'océanographie a fait des pas de géant depuis les quelques dernières années, et que tout à coup on s'est aperçu que tout ce que l'on croyait sur la Terre, toutes les diverses théories, à l'exception de quelques-unes, étaient fausses. On s'est aperçu que la Terre se développe en volume et non pas se rétrécit. On s'est aperçu, on en est à peu près certain aujourd'hui, que l'axe de la Terre n'a jamais changé, alors que c'était une théorie, que l'axe avait changé. Et on s'est aperçu que la théorie de l'allemand Alfred Wegener de la dérive des continents, qui avait été abandonnée depuis fort longtemps, elle était vraie, sous une autre forme. On sait aujourd'hui, depuis très peu de temps, sur la Terre, beaucoup plus qu'on n'en a jamais su au cours des millénaires, et même simplement ne parler que des 100 dernières années, où la science pourtant a fait des pas de géant.
Et cela grâce en partie aux recherches scientifiques polaires. Et par conséquent aussi, puisque comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie d'un tout, c'est un puzzle d'une part, et d'autre part parce que les grands blocs qui peuvent encore se déplacer si on veut regarder une carte, c'est l'Antarctique, qui est évidemment une masse énorme à cause de la calotte de glace qui se trouve dessus. C'est aussi l'Australie, également le Groenland, etc. En tout cas, c'est absolument passionnant, parce que tout à coup, on découvre 5 milliards d'années d'histoire des pôles. Enfin, ça aurait pu être le titre de mon dernier bouquin. Il s'appelle autrement, d'ailleurs. Il s'appelle La prodigieuse histoire des pôles, qui vient de sortir, d'ailleurs, il y a 8 jours. Oh, c'est pas mal, la prodigieuse histoire des pôles, mais je crois que 5 milliards d'années d'histoire des pôles, c'est beaucoup mieux, en ce sens que ça commence il y a 5 milliards d'années, avec la naissance de la Terre, et ça se termine en août 1974, c'est-à-dire il y a 3 mois, avec les toutes dernières nouvelles, si je puis dire, que l'on sait, enfin, ce que l'on a découvert tout récemment, en ce qui concerne les régions polaires, leur dérive, et aussi leur influence générale sur le monde entier. Et l'Arctique et l'Antarctique font l'objet des mêmes recherches, Paul-Émile Victor? Approximativement les mêmes recherches, avec une différence fondamentale néanmoins, qui est que l'Arctique a une importance stratégique, militaire, évidente, alors que l'Antarctique n'a pratiquement pas d'importance stratégique, et que depuis la signature du traité de l'Antarctique, c'est-à-dire 1959, un traité par lequel les 12 pays qui envoient des expéditions dans l'Antarctique, plus les autres pays qui viendraient éventuellement en collaboration, s'engagent à n'utiliser l'Antarctique que pour de la recherche scientifique. C'est tout de même une différence fondamentale. Espère-t-on par exemple trouver du pétrole et fait-on des recherches dans ce sens, dans l'Antarctique? On ne fait pas de recherche dans ce sens pour l'instant dans l'Antarctique. Il est possible qu'il y en ait. On espère sans aucun doute en trouver. Étant donné ce qu'on appelle avec une hypocrisie détestable la crise de l'énergie, il n'y a pas de crise de l'énergie, c'est pas vrai. Il y aurait eu une crise de l'énergie dans 10, 15 ou 20 ans peut-être, mais il y a une crise, si on veut parler d'énergie, il y a une crise du prix du pétrole, c'est-à-dire de l'énergie fondamentale, c'est tout. Donc il est évident qu'on essaiera de chercher partout, où que ce soit. Mais dans l'Antarctique, il y a quelque chose qui est très, très important. C'est que pour l'exploitation, ça ne va pas être commode. Si c'est terrestre, il y a cette calotte de glace dont l'épaisseur atteint à certains endroits 4500 mètres d'épaisseur, à d'autres plusieurs centaines de mètres. On peut évaluer le volume total, par exemple, de la glace dans l'Antarctique? Bien sûr, mais avant de dire ça, je dirais qu'il y a une chose aussi qui empêche pratiquement toute exploitation économique, mais des richesses qu'il peut y avoir sous-sol, c'est la banquise qui se forme tous les ans. L'année dernière, elle avait 800 kilomètres, je le savais, j'étais là-bas, par les photographies des satellites, 800 kilomètres de banquise. Votre question était quoi? Oui, peut-on estimer le volume total de glace dans l'Antarctique? Bien sûr. Je dirais à ce propos, d'ailleurs, quelque chose d'important. La glace de la calotte glaciaire de l'Antarctique, comme la glace de la calotte de glaciaire du Groenland, comme tous les glaciers du monde, c'est de l'eau douce. La banquise, c'est-à-dire la glace de mer, c'est de l'eau de mer, c'est de l'eau salée. Le reste, c'est de l'eau douce qui tombe sous forme de pluie gelée, c'est-à-dire de neige, donc c'est de l'eau douce. Or, 99% de toute l'eau douce du monde est sous forme de glace, et 1% seulement sous forme d'eau liquide. 90% de cette glace est dans l'Antarctique, 8% c'est le Groenland, 1% tous les glaciers du monde, tous les glaciers des Alpes, des Andes, de l'Himalaya, et un tout petit pourcent sous forme d'eau liquide, c'est-à-dire que toutes les rivières, tous les lacs du monde, plus toutes les nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau souterraine, et il y en a énormément, plus toute l'eau en suspension dans l'air, c'est moins de 1% de toute l'eau douce du monde. Vous voyez que c'est important d'étudier la glace. Vous me parliez de volume, et au lieu de répondre sur la glace de l'Antarctique, je vais commencer par vous dire rapidement le volume de la calotte glaciaire du Groenland, puisque c'est nous qui l'avons mesuré. Alors je vous dirai d'abord en utilisant un terme, en utilisant une expression scientifique. Comme si je m'adressais à des scientifiques, je dirais que la lentille de glace
du Groenland a un volume de 2,7 multiplié par 10 puissance 6 km3. Ça vous dit rien, hein? Bon. Alors maintenant, je vais faire de la vulgarisation scientifique. Mauvaise, loupée. La calotte glaciaire le désert de glace du Groenland a un volume d'environ 3 millions de kilomètres cubes. C'est déjà plus compréhensible que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est toujours loupé, parce que vous vous rendez pas compte de ce que c'est que 3 millions de kilomètres cubes. Alors maintenant, je vais vous faire de la vulgarisation scientifique. Alors c'est là qui va vous parler. 3 millions de kilomètres cubes de glace, combien faudrait-il distribuer de glace à chacun des 3,5 milliards d'habitants du monde pour qu'il n'y en ait plus au Groenland? Eh bien, pour épuiser la glace du Groenland, 3 millions de kilomètres cubes de glace, il faut donner à chacun des 3,5 milliards d'habitants du monde 2 tonnes de glace chaque minute pendant 1 an. Bon, maintenant, vous avez compris ce que c'est que 3 millions de kilomètres cubes. Ça, c'est la calotte glaciaire du Groenland. Et l'Antarctique a 30 millions, 10 fois plus, 30 millions de kilomètres cubes de glace. Autre comparaison, si vous prenez cette glace, si vous voulez la répartir d'une façon homogène autour de notre Terre, la Terre tout entière, y compris les océans et tout le reste, serait recouverte d'une couche de glace de plus de 100 mètres d'épaisseur. Quelles sont les différences qui existent, Paul-Émile Victor, entre l'Arctique et l'Antarctique, sans parler bien sûr du fait que le pôle Nord est au centre d'une mer et le pôle Sud au centre d'un continent? Eh bien, je dirais que, au lieu de parler de la différence, je dirais que je parlerais plutôt des analogies. Dans l'Arctique et dans l'Antarctique, il fait froid. Très froid. Très froid même. Dans l'Arctique et dans l'Antarctique, il y a beaucoup de neige et beaucoup de glace. Et enfin, un dénominateur commun autre que ces deux-là, c'est l'idée qu'on s'en fait et qui est fausse. Quand vous dites très froid, jusqu'où descend le thermomètre? Dans l'Antarctique, la température la plus froide qui ait jamais été mesurée a été de moins 88,3 degrés. Ça, c'est relativement assez froid. Hein. Comment réagit-on? Comment réagit l'homme à ces températures très basses? Très bien, à condition de ne pas rester trop longtemps dehors. D'ailleurs, déjà à partir de moins 40 degrés, et peut-être même moins 30, il est de bonne règle de ne jamais sortir tout seul, d'être toujours avec un compagnon, et puis de se surveiller le visage, les doigts éventuellement, parce que la plus petite tache blanche, c'est un début de gel, et vous savez le danger qu'il y a dans le gel, on ne sent rien, on ne s'en aperçoit pas. On peut geler des mains, on peut geler les pieds, on ne sent rien du tout. Il y a du vent aussi, beaucoup de vent. Alors le vent en plus, bien sûr, le vent, par exemple, le vent le plus violent qui ait jamais été mesuré, nous l'avons mesuré à la base française, la base du Mont d'Urville. En Terre Adélie. En Terre Adélie, en juin 73, 327 km à l'heure. Et c'est le vent le plus violent qui soit au monde. Les typhons les plus violents qui détruisent des villes entières, c'est 160, 170 km à l'heure. 327 km à l'heure. Dans l'Arctique, les températures sont un peu plus basses, mais la température la plus basse que nous ayons mesurée, qui est d'ailleurs la plus basse qui soit dans l'hémisphère nord, quoi qu'en disent les géographies, c'est au centre du Groenland, à la station française du Groenland, nous avons eu moins 66 degrés, 8. Déjà, à moins 40 degrés, vous savez, c'est déjà pas mal froid. Les hommes, comme le matériel, ça réagit pas tellement bien. Vous crachez en l'air, vous entendez la salive geler dans l'air, et puis ça retombe comme un morceau de glace, quoi. Puis je passe sur d'autres détails que je ne peux pas vous donner ici au micro, mais qui sont tout aussi caractéristiques. Continuons donc, si vous le voulez bien, Paul-Émile Victor, à énumérer les autres analogies, alors, puisque vous préférez parler des analogies plutôt que des différences entre l'Arctique et l'Antarctique. Eh bien, à part ces quelques analogies-là, justement, il n'y en a pratiquement pas. Le pôle Nord est au milieu d'une mer, le pôle Sud, pôle Nord, pôle Sud, je veux dire 90 degrés de latitude nord, 90 degrés de latitude sud. C'est un point, ça. C'est là où l'axe de la Terre crève la surface terrestre. Le pôle Nord est donc au milieu d'une mer, la mer Arctique qu'on appelle à tort l'océan glacial arctique, et si on l'appelle comme ça, c'est parce que sur les planisphères, elle est extrêmement déformée, mais en réalité c'est tout petit, cette mer-là. Elle est seulement 5 fois et demi plus grande que la Méditerranée. Alors que le pôle Sud est au milieu d'un continent. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure. Dans l'Arctique, il y a tous les mammifères que vous voulez, et les hommes y habitent depuis fort longtemps.
La Sibérie asiatique est probablement peuplée depuis 50 à 100 000 ans. L'Amérique arctique est probablement peuplée depuis 10 à 30 000 ans, pas plus. Mais il y a toujours eu des mammifères terrestres de toutes sortes. Des ours blancs notamment. Des ours blancs, des renards, tout ce que vous voudrez. Alors que dans l'Antarctique, il n'y a jamais eu de mammifères terrestres. D'ailleurs, Charcot, grâce auquel mes camarades et moi nous sommes allés pour la première fois au Groenland en 1934 à bord du Pourquoi pas, nous disait ceci: si un jour vous vous trouvez dans une région polaire sans savoir laquelle, il y a un bon moyen pour vous y reconnaître, dit-il. Si vous vous trouvez nez à nez avec un ours blanc, c'est que vous êtes au pôle Nord parce qu'il n'y a pas d'ours blanc au pôle Sud. Et si vous vous trouvez nez à nez avec un manchot que tout le monde appelle un pingouin, c'est que vous êtes au pôle Sud parce qu'il n'y en a pas au pôle Nord. Voilà encore une autre différence. Il y a des manchots dans l'Antarctique, il n'y en a pas dans l'Arctique. Et d'autres différences du même genre, il y en a encore pas mal. Comment vit-on à la base du mont d'Urville, Paul-Émile Victor, donc en terre Adélie? Comme des bourgeois. Je veux dire par là que la base du mont d'Urville, d'après les observateurs étrangers, qui viennent nous faire visite à peu près tous les ans, est la base la plus moderne et la plus confortable des 40 bases des 12 pays qui sont dans l'Antarctique. Alors, je voudrais tout de même un petit peu vous décrire de quoi il s'agit. Chaque hivernant, la campagne d'été a un dortoir qui ressemble beaucoup à un refuge de montagne en bien. Ces hivernants sont des volontaires, j'imagine. Tous, oui, les gens de la campagne d'été aussi. La campagne d'été, c'est les 3 mois d'été. Mais les hivernants, eux, qui sont de l'ordre d'une quarantaine, ont chacun leur chambre. Il y a aussi la chambre du chef de mission. Quand j'y vais, c'est cette chambre que j'ai. Les autres sont identiques. Ce sont de petites chambres qui sont aussi belles que celles d'un magnifique hôtel de montagne, avec une magnifique baie, enfin une baie qui donne sur un des plus beaux paysages du monde. Chaque individu a donc sa chambre, qui est jolie, qui est coquette, et où il s'installe comme il veut. Le bâtiment séjour, qui fait à peu près 18 mètres sur 18, c'est un restaurant par petite table, avec une cuisine que des hôtels modernes nous envieraient. Il y a une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes grâce aux éditeurs qui nous font cadeau de tous les ans de tous les bouquins, ou presque tous les bouquins. Il y a une discothèque excellente, très variée. Et puis, quant au laboratoire, eh bien, je dirais qu'il y en a une douzaine d'abord. Je dirais que les laboratoires, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs non plus, je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit, c'est le laboratoire de géophysique le plus moderne de France. Mais il est là-bas, à 20 000 km de la France, en terre Adélie. Par conséquent, la vie qu'on y mène est extrêmement confortable. Quant au repas, vous savez, pratiquement plus grande différence entre ce qui se mange ici et ce qui se mange là-bas, grâce aux produits surgelés. N'oubliez pas non plus que les légumes et les fruits frais, ça dure quelques semaines, les pommes de terre quelques mois, les produits surgelés toute l'année. Et puis comme par-dessus le marché, nous sommes français, nous buvons du bon vin, et que nous choisissons un cuisinier, car c'est très important pour le moral, excellent. D'ailleurs, la plupart des cuisiniers, quand ils partent des expéditions polaires après avoir hiverné, ouvrent leur propre boîte, et moi j'en connais plusieurs qui ont 1 et même 2 étoiles dans le guide. Les régions polaires continueront à faire l'objet de recherches scientifiques, elles continueront à se transformer sous l'impact de l'homme, et ce dernier refuge de la nature disparaîtra, avez-vous écrit, Paul-Émile Victor. Il n'y a aucun espoir, selon vous? Non. Pas sur ce plan-là. Pas sur ce plan-là. Pour une raison bien précise, c'est que nous sommes 3,5 milliards, en réalité nous sommes déjà 4 milliards d'individus au monde. Toutes les prévisions ont toujours été en dessous de la vérité. On commence à faire des prévisions démographiques depuis 1951. Toujours en dessous. Nous allons être 4 milliards. Dans 25 ans, nous allons être... Dans 25 ans, moins de 25 ans, nous allons être 7 à 8 milliards. Dans moins de 50 ans, nous serons 15 ou 16 milliards. Il faudra bien que ces gens-là se mettent quelque part. Donc, non, pas d'espoir. Au point de vue arctique, au point de vue antarctique, c'est une autre affaire parce qu'on n'y vit pas dans l'Antarctique. Ce n'est que de la glace et du froid. Les grandes voies. Depuis 1962, vous vous intéressez particulièrement à la défense de l'homme et de son environnement, Paul-Émile Victor. Comme vous le laissiez entendre déjà tout à l'heure, vous pensez donc que notre planète est menacée et qu'elle va à sa perte? Je pense que la planète Terre est menacée, mais je ne suis pas suffisamment prophète d'une part
et d'autre part pessimiste, pour pouvoir dire que je pense qu'elle va à sa perte. Vous êtes optimiste? Je suis un optimiste de nature d'abord, et je suis un optimiste sur ce plan-là, en ce sens que j'estime qu'on peut encore y faire quelque chose. On n'a plus beaucoup de temps, mais on peut y faire quelque chose. D'ailleurs, la position qu'on peut prendre devant ce problème, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce problème? Il y a le problème de la pollution, il y a le problème de la population, c'est-à-dire de l'explosion démographique mondiale, dont je viens de donner quelques chiffres. Il y a le problème de ce qu'est la crise de l'énergie, pas celle dont j'ai parlé, qui est fausse, qui est une hypocrisie, mais la véritable crise de l'énergie qui risque d'apparaître d'ici peu, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tout ça, ça forme un tout. Il y a plusieurs positions qu'on peut prendre devant ce problème qui est capital et qui est le problème le plus important qui se pose à l'homme, à moyenne et à longue échéance. À courte échéance, bien sûr, c'est la crise actuelle. La première position qu'on peut avoir et qui est la plus répandue, c'est l'aquabonisme. L'aquabonisme, ça veut dire à quoi bon. On se dit à quoi bon, j'y peux rien, je suis tout seul, c'est trop vaste pour moi. C'est une position qui est inadmissible. La position du laisser-aller. C'est la position du type qui dit moi je peux rien y foutre, par conséquent je fais rien. Donc elle est inadmissible, j'en parle pas, c'est des pauvres types. Les types qui disent à quoi bon sont des battus d'avance. C'est pas intéressant. C'est malheureusement la majorité des gens. Il y a ensuite ceux que j'appelle les obscurantistes. Ce sont des gens qui sont écoutés, connus, et qui disent « Mais ça ne se passera pas comme ça, il n'y aura pas de catastrophe, il n'y en a jamais eu. La nature pour les uns, Dieu pour les autres, a toujours su remettre le monde en équilibre. Seulement ils oublient une chose, c'est que jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, mettons une 50aine d'années, peut-être encore 25, tout se faisait à dose homéopathique, il n'y avait pas d'excès. Ce dont nous souffrons, ce n'est pas notre civilisation, c'est les excès de notre civilisation. Ça, je les appelle les obscurantistes. Pour ne pas citer de nom, je dirais Louis Pauwels, par exemple, qui est un de mes amis, ou encore Raymond Cartier, qui est un autre de mes amis. Je les appelle les obscurantistes parce que, imaginez la responsabilité qu'ils prennent. Pour beaucoup de choses, ils ont raison, mais dans l'ensemble, ils ont tort. Et le danger que ça représente. Imaginez que nous les croyons, ceux qui disent « il ne se passera rien ». Dans ce cas-là, on ne fait rien. On dort, on est sécurisé. Et supposez que dans 15 ans, on s'aperçoive qu'ils se sont trompés. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Et puis, la troisième position, c'est celle que mes camarades, mes amis et moi, nous avons, c'est-à-dire une position optimiste, avec l'idée que c'est pas trop tard pour faire quelque chose. Louis Pauwels nous appelle des atteints de sinistrose, ou des catastrophiques. Si on nous croit, c'est-à-dire si on fait ce qu'il faut de façon draconienne tout de suite, ce qui n'est pas possible bien sûr, pour éviter une catastrophe possible, si dans 15 ans on s'aperçoit, ce que j'espère de tout mon cœur, que nous nous sommes trompés, eh ben on n'aura rien perdu, on aura peut-être dépensé un peu de l'argent, mais qu'est-ce que c'est que l'argent? Ça n'a pas d'importance. Quand je dis mes camarades et moi, j'ai créé il y a 1 an un groupe qui porte d'ailleurs mon nom, c'est pas moi qui l'ai voulu ainsi, ce sont mes compagnons, le groupe Paul-Émile Victor pour la défense de l'homme et de son environnement, dans laquelle il y a des gars qui sont indiscutables, comme Cousteau, comme Tazieff, comme Bombard, comme le prince Ringuet, etc. Mais alors que faut-il faire concrètement, Paul-Émile Victor? Voilà. Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande question. Et effectivement, la plupart des livres qui sont publiés, qui ont été publiés jusqu'ici, il y en a beaucoup, et qui sont tous très intéressants, ne donnent pas une réponse satisfaisante ou commencent à donner des réponses. Alors, moi, je suis en train d'essayer de rassembler les réponses possibles dans des cas bien particuliers. Je n'ai pas encore tout à fait trouvé le titre du livre, mais on m'excusera si je le dis ici, parce qu'après tout, il sera peut-être imprimé. Le merdier est la façon de s'en sortir. Il y a en tout cas 2 choses que l'on peut faire. Avant ces 2 choses, ne pas être indifférent, ça c'est certain. Ne pas être un aquaboniste. Alors, les 2 choses sont les suivantes. Créer une opinion publique. C'est l'opinion publique qui agit. Le gouvernement, les gouvernements, quels qu'ils soient suisses ou qu'ils soient français, qu'ils soient américains ou qu'ils soient soviétiques, et même chinois, ont des problèmes immédiats, ponctuels,
qui sont graves sur le plan immédiat à résoudre. Ils portent une grande responsabilité, ces gouvernements, peut-être faut-il le dire. Ils portent une très grande responsabilité dans le monde parce qu'ils n'ont pas prévu ce qui est en train de se passer. Alors que les écologistes et les gens qui, comme Louis Armand, avec lequel j'ai travaillé pendant très longtemps sur ces sujets-là, le disent depuis fort longtemps. Donc, créer une opinion publique. Qu'est-ce que c'est qu'une opinion publique? C'est vous, c'est moi, c'est les gens qui nous entendent. Alors chacun d'entre nous, nous avons, à mon avis, le devoir, si nous voulons faire quelque chose, d'en parler, de convaincre ceux qui sont autour de nous, qui sont des aquabonistes ou des hésitants, de convaincre qu'il est capital, si c'est pas pour nous, mais pour nos enfants et la responsabilité que nous prenons vis-à-vis d'eux, capital d'agir. Alors, de l'information qui est à peu près générale aujourd'hui, on passera au stade de la prise de conscience. Il y en a déjà quelques-uns. Et puis enfin, au stade final, qui est déjà très développé aux États-Unis, de se sentir concerné. À partir du moment où on est concerné par un problème, on agit. La deuxième chose, c'est, il y a partout, dans ce pays comme partout, des associations de protection de la nature, de tout ce qu'on voudra, il y en a partout. Eh bien, c'est d'en faire partie de ces associations, celle qui vous intéresse le plus dans son activité ou celle qui est la plus proche de chez vous, et de les rendre actives si elles ne le sont pas suffisamment. Mais en tout cas, de se grouper pour agir. Rien que ça, ce serait déjà positif. Imaginez que 75% de la population active d'un pays parle, comme je viens de le dire, c'est-à-dire soit l'opinion publique, et que 75% de ces gens-là, d'un pays, agissent à travers des associations. Mais ce serait pratiquement sauvé. L'opinion publique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je vais donner un exemple qui est assez fréquent, c'est celui du SST américain. Vous savez ce que c'est le SST, le Supersound Transport, c'est-à-dire l'équivalent du Concorde. Nixon était pour, président des États-Unis. Le Congrès, c'est-à-dire les assemblées, étaient pour. Les unions, les syndicats étaient pour. Les industries étaient pour. Et on a arrêté le SST, c'est l'opinion publique qui l'a arrêté. Il ne faut pas croire qu'on est que nous sommes incapables de faire la même chose. Nous sommes parfaitement capables de faire la même chose. Seulement, il faut s'y mettre. Parce que dans 25 ans, il sera trop tard. Nous parlions d'aventure au début de cette émission. Paul-Émile Victor, ne pensez-vous pas que la grande aventure des temps modernes, alors, doit se situer peut-être dans le cadre de la défense de l'homme et de l'environnement, justement? Je suis très content que vous exprimiez ça sous cette forme. Parce que, à mon avis, c'est une lutte qui peut apporter à tous, aux jeunes aussi bien qu'aux autres, ce qu'ils cherchent et ce qu'ils ne trouvent pas. C'est une contestation d'abord. Une contestation en ce qui concerne ce que les générations précédentes, la mienne en particulier, lèguent. C'est intéressant de pouvoir contester. D'abord, c'est non seulement à la mode, mais c'est une nécessité. Une contestation. À condition que la contestation soit positive. Ah, ben évidemment. Vous comprenez bien que de dire « faut tout foutre en l'air d'abord, et puis on verra après », c'est une imbécilité sans nom, j'allais dire autre chose. C'est évident. Mais ça n'existe pas dans l'histoire. La Révolution française, on savait très bien ce qui allait venir après. Il y a tous les philosophes avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Tel pays, mettons communiste, c'est la solution à tous les maux. C'est pas vrai. Vous croyez que l'industrie communiste est moins polluante que l'industrie capitaliste? Enfin, faut pas raconter des histoires. Bon, on fait ça. Nous n'allons pas parler de politique. Vous me disiez quoi, exactement? Oui, en fait, l'aventure de notre temps pourrait être justement la défense de l'homme et de l'environnement. C'est très exactement ça. D'abord, c'est une contestation. C'est une action véritable, positive, satisfaisante, parce qu'on travaille pour quelque chose de constructif, et c'est une action physique. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous qui avons besoin de nous extérioriser dans quelque chose, non seulement dans l'action psychologique, nous pouvons le faire, mais aussi dans l'action physique. Car, où que ce soit au bord du lac Léman, ou que ce soit au bord d'une rivière, ou que ce soit simplement dans un quartier, il y a toujours quelque chose à faire. Et si on veut nettoyer le lac Léman, il faut y mettre les mains. C'est un tas de saloperies, il faut y mettre les mains, à pleine main. Moi, j'estime que c'est extraordinaire au point de vue satisfaction qu'on peut avoir. Et au moins, on aura agi positivement, constructivement, au lieu de se perdre dans les petits journaliers, heure après heure, les problèmes qui nous assaillent, qui font qu'on ne voit plus clair dans la vie. Ça, c'est une façon véritable, comme vous le dites, de donner une satisfaction générale aux gens.
Les fondements de la valeur de l'homme sont croire et aimer, avez-vous écrit, Paul-Émile Victor, dans La Voie lactée. Quel sens donnez-vous à ces deux mots ? Eh bien, je crois que je l'ai expliqué aussi dans La Voie lactée. L'homme ne peut pas vivre sans espérance. Or, il n'y a pas d'espérance si on ne croit pas et si on n'aime pas. Donc croire et aimer, ça veut dire espérer. Voilà. Espérer, si vous ne croyez pas, et que vous aimiez, c'est déjà fichu, vous n'espérez plus. Si vous croyez, je ne dis pas à croire en Dieu, c'est pas ça que je veux dire, simplement croire dans ce que l'on fait, croire en sa femme, croire dans tout ce que vous voudrez. Si on ne croit pas, et qu'on n'aime pas, si on croit, je veux dire, et on n'aime pas, ça ne peut pas coller. On ne peut croire que ce qu'on aime. Par conséquent, il n'y a pas d'espérance en dehors du fait de croire et d'aimer. Et l'homme sans espérance ne peut pas vivre. Il survit peut-être, mais il ne vit pas vraiment. L'espérance est selon vous le bien le plus précieux de l'homme, Paul-Émile Victor ? Je dirais que c'est le seul support que l'homme sur lequel il puisse véritablement s'appuyer. C'était Les Grandes Voix, un podcast des archives de la RTS, préparé et réalisé par Alain Frudiguer et Jean-Philippe Zwalen, avec dans cette édition Paul-Émile Victor.